Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et je viens vous présenter le premier tome de la duologie Le secret des enchanteurs de Nathalie Bertoli, donc la montre enchantée, édité chez Pulp Fiction. Alors dans cette histoire on va suivre Mae qui est une jeune fille de 12 ans, donc une ado. Elle est au collège et donc sa prof d'histoire lui donne comme devoir à faire pendant les vacances de recréer l'arbre généalogique de sa famille. Bon, ok. Elle va voir l'une de ses arrière-grandes-tantes, ou sa grande-tante, de mémoire, qui, elle sait tout de la famille des Passafré. Et c'est très rapide d'aller la voir parce qu'ils habitent dans l'immeuble Passafré. Pourquoi? Parce que plus des 3/4 des logements dans cet immeuble sont loués ou appartiennent à un membre de la famille Passafré. Bref. Donc Mae avec son ami Raphaël donc, va voir cette grande-tante, et lui dit raconte-nous toute l'histoire de la famille. Bon, cette grande-tante ne peut pas trop le faire parce que, enfin, elle fait mais très rapidement parce qu'elle doit animer un atelier de scrapette. C'est un jeu qui a été inventé pour l'occasion. Et donc elle lui montre un grand coffret où dedans il y a par exemple tout ce qui concerne Dominique Passafré, une alliole un peu pas si unique que ça de Mae, qui est en fait la grand-mère de la grande-tante, donc tout simplement. Bref, et dans cette boîte, il y a donc un carnet avec plein de choses en lien avec la famille, et notamment une vieille montre à gousset qui est un peu étrange, parce qu'il n'y a pas 12 chiffres, mais 92. Et elle n'a pas un petit, vous savez, tourniquet comme ça dessus, mais il y en a 3. Il n'y en a qu'une seule qui tourne. Bon, d'accord. Mae et Raphaël vont donc dans la chambre de Mae et Mae fait donc tourner ce petit truc là sur la, j'oublie le nom, sur la montre qui sert à remonter l'heure. Et en fait, en fonction de l'aiguille, d'une des aiguilles, Mae va se mettre à vieillir. C'est-à-dire qu'elle va monter jusqu'à 40 et Mae va donc prendre l'âge d'une personne de 40 ans. On va se voir elle en 40 ans. Elle ramène à la montre à l'âge de 12 ans et Mae reprend donc sa forme d'origine. Raphaël tend de son côté mais ça ne marche pas du tout, comme si la montre ne marchait que sur Mae. Sauf que cette montre, elle est un peu particulière parce qu'elle fait partie de ces objets que des enchanteurs ont créés avec des pouvoirs. Sauf que la montre de Mae est en partie bloquée vu que les deux autres petits remontants ne fonctionnent plus. Alors elle a donc beaucoup plus de pouvoir qu'il n'y paraît et donc Mae est donc recherchée par l'OEO, j'oublie le terme, l'organisation des enchanteurs, et j'oublie le dernier mot, ainsi que du cercle qui sont des organisations d'enchanteurs. Et donc ça va pas être de tout repos. Est-ce qu'elle va avoir à percer l'histoire, tout ce qui a concerné sa montre avant que ces organisations lui volent. Alors ce tome là, je l'ai acheté en même temps que le tome 2 que vous avez là, lors du salon de livre du Mans 2025. Donc j'ai dit que je prends les deux en cas où ça me plairait. Mais pour l'instant on va donc se concentrer plus sur ce tome-ci. Pour l'instant, vu que c'est l'objet de la vidéo. Alors en effet c'est un roman qui se lit très vite parce que c'est écrit assez gros comme vous pouvez vous en douter. Je tiens juste à préciser que l'objet livre est très beau. Alors la couverture, on sent, là on sent que c'est en train de partir. C'est vrai que c'est un peu dommage mais je trouve pas ça que c'est très dérangeant. J'aime beaucoup la couverture mais là il y a vraiment un jaspage, chose qui est pas commun. Je trouve que c'est plus courant sur des hardbacks que des paperbacks pour le coup. Enfin que des brochets. Donc voilà, je tiens juste à faire un petit... Attendez, hop, comme ça, un petit aparté là-dessus. Juste les petits apartés, voilà, sur le bouquin. Moi je sais que c'est important, voilà. C'est important de faire vivre un peu tout ce qui est cette qualité-là, etc. Donc c'est un roman qui se lit très vite, parce qu'on se doute bien que c'est un roman jeunesse, que le public visé, c'est clairement les élèves en élémentaire, voire même collège. Mais en tout cas, je trouve que même en tant qu'adulte, ça ne devrait pas nous empêcher de le lire. J'ai en tout cas beaucoup aimé la dynamique qu'a mis Nadine de Bertoli là-dedans. Parce que c'est vraiment plutôt top, le truc est bien imagé. On a de belles descriptions, notamment du vieux lion. Lion, j'y ai jamais mis les pieds. Mais je trouve ça intéressant de découvrir un peu l'histoire de Lyon. Ça c'était chouette. Il y a eu évidemment d'autres lieux. On fait vite fait un saut à Paris.
On fait également un saut à San Gimignano, si je dis pas ouais, San Gimignano, voilà, en Italie, pardon. Et j'ai bien aimé un peu ce voyage-là, de découvrir un peu des lieux très historiques, très anciens. Moi qui suis passionnée d'histoire, c'est un pur bonheur. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé cette dynamique-là dans ce roman. Alors, j'ai beaucoup aimé le concept d'objet magique. Parce qu'au-delà de la montre de Dominique Passafré, donc l'aïeul de Maë, il y a plein d'autres objets magiques que des enchanteurs ont créés. Ces objets qui sont très peu nombreux. Parce que seulement les ébénistes, ou autres, vraiment ceux qui sont dans des domaines très pointus, c'est-à-dire vraiment l'horlogerie pour la montre de Dominique Passafré, donc l'aïeul de Maë. On a tout ce qui va être lié à la joaillerie, les bénédisteries, pardon, aussi, donc l'art de faire des objets, et des coffrets et tout. J'ai vraiment aimé que, certes c'est très peu, alors les enchanteurs il y en a peu certes, mais ceux qui ont un don pour ensorceler des objets sont encore bien moins nombreux, mais ça n'empêche pas des gens de les utiliser comme Maë, qui certes est une descendante de Dominique Passafré, elle a pu utiliser la montre sans problème, même si c'est qu'un seul petit remontant sur tous. Et surtout le fait que il y a ces petits caméléons qui apparaissent lorsque les objets enchantés sont utilisés. Il y a toujours un petit caméléon qui apparaît au moment de l'utilisation des objets magiques, qui sont seulement visibles pour les enchanteurs et ceux qui sont au courant de la magie des enchanteurs. Alors, les grandes familles d'enchanteurs, notamment celles qui ont notamment un nom, parce qu'ils ont au sein de leur famille quelqu'un de connu, parce qu'ils ont ensorcelé un objet ou qui ont vraiment une grande importance, comme c'est le cas pour la famille de Maë. Il y a notamment aussi, attends j'ai oublié, les chèvrefeuilles, mais qui sont descendants d'une autre personnalité célèbre, et aussi par exemple les croque-quenottes aussi. Ces grandes familles-là sont devenues un peu, c'était assez important au début du roman pour vraiment mettre en place l'histoire, pour vraiment comprendre par exemple d'où viennent certains objets magiques, mais c'est pas le cas ça devient moins le cas dans le cadre de la deuxième moitié du roman, où là tout ce qui est la protection de la montre de la famille de Maë, c'est-à-dire pour pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains, et le fait d'essayer de trouver le moyen de débloquer les autres pouvoirs de la montre, deviennent là l'enjeu principal. Donc évidemment c'est ce qui fait qu'il y a cette mise en contexte qui était nécessaire, mais qui fait que au-delà du fait que dès le début il faut que Maë elle est en danger, mais qu'on apprend davantage sur les familles en même temps, d'où viennent ces objets, de comprendre d'où ils viennent, leur utilisation, d'où viennent ces pouvoirs, ça a été un plus pour vraiment comprendre dans quoi on s'embarque nous aussi. Et on l'apprend au fur et à mesure que Maë avance dans son histoire, parce que entre Dominique Passafré et Maë, la famille Passafré n'avait même pas conscience, n'avait plus conscience de ce qu'était les enchanteurs à tout le reste, parce que Dominique Passafré n'a pas transmis cet héritage d'enchanteur, vous voyez. Donc ça c'est intéressant de comprendre en même temps que Maë tout cela. J'ai bien aimé notre quatuor, mais ça se voit que Léandre est le plus vieux du groupe. Il a 1 ou 2 ans de plus que ses 3 comparses, si je peux me permettre. Mais c'est celui pour qui il n'arrive pas, je sais pas qu'il n'arrive pas, mais il les aide. Il aide Maë, Raphaël et Emma, mais juste parce que il a ses raisons de les aider, etc. Mais on sent que c'est lui le plus vieux du groupe, parce qu'il a 1 ou 2 ans de plus qu'eux. Mais c'est lui qui est le plus raisonné, qui a vraiment la tête sur les épaules. Et qui montre pas du tout ses émotions, vraiment très taciturnes. Je n'ai pas vraiment eu de personnage préféré dans ce roman. Mais pour des ados, pour des élémentaires ou des collégiens, ils peuvent se reconnaître vis-à-vis de notre quatuor. Alors comme je disais, en tant qu'adulte, on peut le lire, mais parce que je trouve que c'est bien de pouvoir se dire, on le lit avec nos enfants. Ça nous permet de créer un lien avec nos enfants, de leur faire peut-être apprécier la lecture ou pas du tout, mais en tout cas de leur faire peut-être aimer une petite partie d'histoire aussi, vu qu'on visite le vieux lion, et également San Gimignano. Moi je suis pas italienne, hein, d'accord, vous m'en voudrez peut-être pas. San Gimignano en Italie c'était vraiment bien parce que c'est bien décrit. Et je trouve que ça peut être bien justement de donner une sorte d'envie aux jeunes, plus jeunes, soit de la lecture, de l'histoire ou ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment un bon plus pour ce tome-ci. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai également acheté le tome 2, l'émeraude d'invisibilité,
qui est pour le coup plutôt top parce que vu que j'ai bien aimé celui-ci, j'aurais pas attendu trop longtemps pour potentiellement lire celui-là, enfin pour lire celui-là tout simplement. Il est en effet plus épais que le 1, c'est moi, il est plus épais que le 1. Le tome 1 faisant à peu près un peu plus de 400 pages, 422 pages on va dire. Là pour le tome 2 on doit être à un peu moins de 500 pages. Donc il n'y a pas beaucoup de pages d'écart, il y a juste 70-80 pages de plus. Mais en tout cas, moi je vais vraiment lire le tome 2 pour vraiment savoir comment cette histoire va se terminer. Tout simplement, hein, j'ai envie de savoir. Mais dans tous les cas, je vous ferai quand même une chronique sur ce tome 2, ne vous en faites pas. Ma chronique sur le tome 1 de la duologie Le secret des enchanteurs, donc l'amour magique de Nathalie de Bertoli chez Pulp Fiction est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.